Effondrement d'une partie de la corniche qui surplombe le fleuve Congo à Brazzaville, c'est à la suite de fortes pluies. Khalifa Haftar rejette la main tendue de Moscou et d'Ankara. L'homme fort de l'Est libyen entend poursuivre ses opérations militaires. Le barrage construit sur le Nil bleu par l'Éthiopie divise le Caire et Addis Abeba. Principal point de friction, le calendrier prévu pour le remplissage du réservoir du barrage. Au Congo-Brazzaville, une partie de la corniche qui surplombe le fleuve Congo s'est effondrée. Le drame s'est produit après de fortes pluies, suscitant une polémique sur la qualité des travaux inaugurés en février 2016. Accotements et trottoirs affaissés, bitume fissuré, lampadaires renversés. Dans ce quartier vitrine de la capitale de la République du Congo, les dégâts étaient visibles sur environ 500 mètres. De nombreux Brazzavillois ont immédiatement remis en cause la qualité des travaux réalisés par la société chinoise China Road et Bridge Corporation. J'étais de passage et je me rends compte que cette voie est coupée en deux. Et c'est décevant quand même. C'est pour dire que les études peut-être n'ont pas été bien menées afin que puisse construire cette voie. Parce que quand on construit une voie, je pense qu'il faut d'abord faire des études bien approfondies. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu un suivi au niveau du gouvernement. Il y a beaucoup d'argent de perdu, 72 milliards, c'était beaucoup quand même. On est venu vérifier ça ici. 4 ans, même pas 3 ans et demi après, à peine. 3 ans et demi, donc on veut des réponses en fait, du gouvernement et de la société qui a construit. Lieu de retrouvailles, de détente, de loisirs et de pratique du sport, c'est pour les habitants tout un symbole du vivre ensemble qui s'effondre. La corniche et le pont avaient été inaugurés en février 2016, juste avant l'élection présidentielle qui avait conduit à la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Plusieurs quartiers de Brazzaville sont touchés par les conséquences des pluies qui ont aussi provoqué de spectaculaires ensablements. À l'intérieur du pays, des dizaines de milliers de personnes sont aussi victimes des inondations. Le gouvernement tente d'assister quelques 180 000 sinistrés, habitant essentiellement le long du fleuve Congo et de la rivière Ubangi. Selon le test lu à la télévision publique par le porte-parole de la Défense, les assaillants sont venus à bord de plusieurs véhicules et motos. Le jeudi 9 janvier 2020, aux environs de 13 h, le poste militaire avancé de Chinagodra, sur la frontière du Mali, a repoussé une attaque menée par des éléments terroristes venus à bord de plusieurs véhicules et motos. La riposte, avec l'appui aérien combiné de l'armée de l'air nigérienne et de nos partenaires, a permis d'effectuer des frappes et mettre l'ennemi en déroute hors de nos frontières. Par partenaire, le Niger entend souvent des avions de chasse ou drones français positionnés à Niamey dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane et les drones américains qui surveillent le Sahel en permanence. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, on déplore 25 décédés et 6 blessés. Côté ennemi, 63 terroristes neutralisés et plusieurs motos calcinées. Les opérations de ratissage se poursuivent. C'est la première attaque menée contre le camp de Chinegoudar, un village nigérien situé à 10 km de la frontière malienne, dans la région Tillabéri, dans l'ouest, souvent visé par les attaques djihadistes. Le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef suprême des armées, et au nom du gouvernement, présente ses condoléances attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Chinegoudar avait accueilli en 2012 les premiers réfugiés maliens après l'offensive des rebelles Touaregs et leur combat avec l'armée dans le nord du Mali. Un état d'urgence censé prévenir les incursions djihadistes récurrentes est déjà en vigueur. Les autorités de Tillabéri ont aussi décidé d'interdire la circulation de motos de nuit comme de jour dans plusieurs localités, y compris dans la ville de Tillabéri, la capitale régionale.
C'est une plénière attendue de longue date par le peuple tunisien, a déclaré à l'ouverture le président du Parlement, Rached Ghannouchi, chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda. Désigné par Ennahda, Djemli propose, 3 mois après les législatives, un gouvernement nombreux et présenté comme indépendant après l'échec des négociations avec les nombreux partis siégeant à l'Assemblée pour rassembler une coalition gouvernementale. Signe que les négociations se sont poursuivies jusqu'à la dernière minute, le principal parti au Parlement, Ennahda, 52 sièges, a tenu une conférence de presse tard jeudi pour assurer qu'il voterait en faveur du gouvernement. Le nombre de partis ayant clairement exprimé leur soutien au gouvernement ne suffit pas à réunir les 109 députés nécessaires pour obtenir une majorité absolue. Le mania des médias Nabil Karoui, chef de Kalb Tunis, deuxième force au Parlement, a affirmé à la presse que ce gouvernement est composé de compétences issues d'Ennahda sans prendre position clairement. Son parti, 38 sièges, a finalement assuré tard jeudi qu'il ne voterait pas en faveur du gouvernement, critiquant le manque d'indépendance et de programme. L'ancien opposant Mohamed Abou, chef du mouvement Atayar, 22 sièges, avait affirmé mercredi que son bloc ne voterait pas pour ce gouvernement. Si le nouveau gouvernement n'est pas adoubé par le Parlement, les réformes indispensables, la relance de l'économie, risquent d'être repoussées alors que la Tunisie peine à répondre aux attentes sociales de sa population 9 ans après la Révolution. D'après la Constitution, en cas d'échec du vote, le président engage des consultations dans un délai de 10 jours avec les partis et les groupes parlementaires en vue de charger la personnalité jugée la plus apte de former un gouvernement dans un délai maximum de 2 mois, renouvelable une fois. Le maréchal Khalifa Haftar, dans un communiqué lu par son porte-parole Ahmad al-Mesmari, a estimé que la stabilité ou la relance du processus politique en Libye ne pouvait être réalisée avant l'éradication des groupes terroristes et la dissolution et le désarmement des milices qui contrôlent selon lui la capitale libyenne. L'homme qui contrôle l'est de la Libye est soutenu par l'Égypte et les Émirats arabes unis et mène depuis début avril une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Ce dernier a de son côté salué mercredi l'appel à la trêve sans toutefois indiquer s'il allait s'y conformer. Les efforts des forces armées se poursuivront pendant la guerre contre les groupes définis par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant des terroristes. Atteindre la stabilité et la sécurité, répondre aux exigences de la transformation diplomatique, relancer le processus politique et convenir d'un cadre national pour une répartition équitable des richesses libyennes sans exclure ni marginaliser. C'est désormais impératif et cela nous amène à dire que la dissolution des milices et le désarmement est devenue une demande nationale, voire internationale. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et le russe Vladimir Poutine ont en effet appelé à Istanbul à un cessez-le-feu en Libye où leurs intérêts divergent pourtant. La Russie est accusée de soutenir le maréchal Haftar en lui envoyant notamment des centaines de mercenaires, tandis que la Turquie a annoncé l'envoi de troupes en Libye en soutien au gouvernement d'union nationale. Michel Djotodia, unique et éphémère chef de l'État musulman de ce pays pauvre d'Afrique centrale, toujours en proie à la guerre civile depuis 2013, a atterri à Bangui dans la matinée à bord d'un vol en provenance de Casablanca via Douala au Cameroun. À 71 ans, Michel Djotodia revient au pays après 6 ans d'exil au Bénin où il vivait jusqu'alors et 24 jours après le retour à Bangui de François Bozizé, le président qu'il avait renversé avant de s'autoproclamer chef de l'État le 24 mars 2013. Djotodia était alors à la tête de la rébellion dominée par la communauté musulmane de la Séléka, un mouvement qu'il avait fondé et dissous le mois suivant sa prise du pouvoir, mais qui a continué à combattre des groupes d'autodéfense appelés anti-Balaka à majorité chrétienne. Michel Djotodia, en exil au Bénin depuis sa chute, affirmait encore il y a peu via ses proches s'y plaire et y apprécier sa nouvelle vie. Mais le retour de François Bozizé semble avoir changé la donne, tout comme la perspective de la présidentielle prévue en décembre 2020. Il y a un accord de paix déjà qui a été signé. Alors, il est temps maintenant que nous tous, et combattants
et tout le monde, tous les Centrafricains ensemble, qu'on se lève pour pacifier le pays. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Mais maintenant, ce temps-là est pour la paix. Et comme je le disais tantôt, 2020 doit être une année de paix pour le peuple centrafricain. Et il serait aussi important de rencontrer tous les autres acteurs. Je voudrais parler de mon grand frère Bozizé, je voudrais parler de ma soeur Sama Panza, je veux parler des anciens premiers ministres, les chefs des partis politiques. Il faut les rencontrer tous. Je ne suis pas venu pour quelqu'un, je suis venu pour le peuple centrafricain. Je crois que je suis clair. C'est pour le peuple centrafricain que je suis venu. Il était ces dernières années resté en contact avec certains chefs de guerre centrafricains, notamment Nouroudine Adam, chef de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement UFDR, membre de la rébellion de la Séléka. Djotodia s'était autoproclamé président de la République le 24 mars 2013 après le renversement de François Bozizé. Il avait démissionné en janvier 2014 sous la pression internationale. Le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi s'est engagé jeudi à renforcer la coopération pragmatique entre la Chine et Djibouti et a appelé les deux pays à élever leur partenariat stratégique à un nouveau niveau. Au cours de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, Wang a fait l'éloge du développement des relations sino-djiboutiennes et a indiqué que la Chine était pour Djibouti un partenaire de longue durée sincère et fiable. Djibouti a réussi à devenir l'un des pays les plus stables et les plus dynamiques de la Corne de l'Afrique en mettant pleinement à profit ses atouts géographiques uniques et en coopérant activement avec divers pays étrangers, a souligné Wang. Il a remercié Djibouti pour son soutien sur toutes les questions liées aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures de la Chine, affirmant que la Chine envisageait ses relations avec Djibouti dans une perspective stratégique à longue durée et souhaitait continuer à approfondir leur confiance politique mutuelle. La Chine est prête à renforcer sa coopération avec Djibouti dans des domaines tels que les missions d'escorte navale, le maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la piraterie afin d'apporter une plus grande contribution à la paix et à la sécurité en Afrique, a affirmé Wang. Cette visite coïncide en outre avec le 41e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Djibouti et la Chine et mérite donc d'être célébrée par les deux parties, a déclaré Youssouf. L'Éthiopie et l'Égypte n'ont pas trouvé d'accord jeudi lors des dernières discussions au sujet d'un barrage sur le Nil Bleu construit par l'Éthiopie. Le principal obstacle à un accord concerne le remplissage du réservoir du barrage qui peut contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau. L'Égypte craint que remplissage trop rapide ne provoque une importante baisse du débit du fleuve, chose qui affecterait des millions d'Égyptiens pouvant manquer d'eau. L'Éthiopie souhaite remplir ce réservoir sur une période de 4 à 7 ans, mais l'Égypte a soumis une nouvelle proposition portant sur un remplissage sur une période pouvant aller jusqu'à 21 ans. Une proposition inacceptable selon le ministre éthiopien de l'eau. Ils ont établi un nouveau plan qui indique que le remplissage du réservoir devrait être retardé à une période de 12 à 21 ans. Cela est tout à fait inacceptable, totalement inacceptable. Des responsables éthiopiens, égyptiens, mais aussi soudanais ont mené des discussions mercredi et jeudi à Addis Abeba et malgré l'absence d'accord, ils ont salué des progrès. Les prochaines discussions doivent avoir lieu à Washington. Si aucun accord n'est trouvé, les trois pays pourraient chercher l'aide d'un médiateur ou confier les négociations à leurs chefs d'État respectifs. 9 années de négociations entre le Caire, Khartoum et Addis Abeba n'ont jusque-là abouti à aucun accord. Mais lors d'une réunion en novembre, les trois pays se sont donnés jusqu'au 15 janvier pour y parvenir et avaient déjà assuré le 22 décembre dernier avoir enregistré des progrès.